Bienvenue sur notre chaîne, les amis. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage extraordinaire à travers la vie et la carrière de Mireille Mathieu, une légende vivante de la musique française. Surnommée le « Moineau d'Avignon », Mireille a captivé des générations avec sa voix puissante, son charisme sur scène et une carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies. Avec plus de 190 millions de disques vendus, des performances devant des rois, des reines et des présidents, elle est bien plus qu'une chanteuse. Elle est un symbole de la France, une voix qui a traversé les frontières et les époques. Mais récemment, une annonce a bouleversé ses fans. À 77 ans, Mireille se prépare à dire adieu à la scène avec une tournée mondiale en 2025, marquant la fin d'un chapitre incroyable. Que s'est-il passé? Pourquoi ce choix? Et quel héritage laisse-t-elle derrière elle? Installez-vous confortablement, car nous allons plonger dans l'histoire vibrante, émouvante et inspirante de cette femme hors du commun. Mireille Mathieu naît le 22 juillet 1946 à Avignon, une ville ensoleillée du sud de la France, riche d'histoire et de charme provençal. Aînée d'une fratrie de 14 enfants, elle grandit dans une famille modeste de tailleurs de pierre. Les années entre 40 et 50, marquées par les lendemains difficiles de la Seconde Guerre mondiale, sont synonymes de pénurie pour beaucoup de Français. La maison Mathieu, petite et bruyante, résonne des rires des enfants, mais aussi des défis de la pauvreté. Chaque jour est une lutte pour joindre les deux bouts, et pourtant, dans ce foyer simple, la musique trouve sa place. Roger, le père de Mireille, est un homme passionné par le chant. Bien que ses propres rêves de carrière musicale aient été étouffés par les responsabilités familiales, il transmet cet amour à ses enfants. Dès l'âge de 4 ans, Mireille se distingue par sa voix pure et puissante. Lors d'une messe de minuit à Noël, dans une petite église d'Avignon, elle chante pour la première fois en public. Sa performance surprend l'assemblée, et on lui offre une sucette en récompense, un souvenir qu'elle évoquera des années plus tard avec tendresse. Ce moment marque le début d'une vocation qui changera sa vie. Mais le chemin vers la gloire est loin d'être facile. À l'école, Mireille lutte avec la dyslexie, un trouble alors mal compris qui la rend vulnérable aux moqueries de ses camarades et à la sévérité des enseignants. On lui reproche d'écrire de la main gauche, et elle est forcée d'utiliser sa main droite, parfois sous les coups de règle. Ces expériences laissent des traces, mais elles forgent aussi son caractère. Mireille apprend à persévérer, à transformer ses faiblesses en force. J'étais différente, mais je savais que ma voix pouvait me sauver, dira-t-elle plus tard. Un jour, dans la cuisine familiale, elle entend Édith Piaf à la radio. La voix brute et émouvante de Piaf agit comme une révélation. À cet instant, j'ai su que je voulais chanter, que c'était ma destinée, confie-t-elle. Cette passion devient son refuge, un moyen d'échapper aux défis de l'école et à la précarité de sa famille. Elle chante partout, dans les rues d'Avignon, pendant les pauses à l'usine où elle travaille adolescente, et lors des repas familiaux. Sa voix devient une lumière dans l'obscurité, un espoir pour un avenir meilleur. À 15 ans, Mireille quitte l'école pour aider sa famille. Elle travaille dans une usine à Montfavet, une banlieue d'Avignon, où elle emballe des produits tout en chantant pour ses collègues. Sa voix, déjà remarquable, attire l'attention. En 1961, elle participe à un camp d'été comme conseillère, où une voyante lui lit les cartes de tarot. « Tu fréquenteras des rois et des reines », lui prédit-elle. Mireille, alors adolescente, garde cette prophétie en tête, un rêve qui semble presque impossible. Mais en 1964, tout change. Elle s'inscrit au concours de chant annuel d'Avignon, On chante dans mon quartier. La scène est minuscule, encombrée par un piano et des musiciens, mais pour Mireille, c'est une opportunité en or. Après 2 échecs en 1962 et 1963, où ses chansons d'amour audacieuses surprennent le public, elle revient en 1964 avec La vie en rose d'Édith Piaf. Sa performance est électrisante, mêlant force et émotion. Elle remporte le concours et avec lui, un billet pour Paris et une audition pour Jeux de la chance, une émission télévisée populaire pour les jeunes talents. À Paris, Mireille, vêtue de noir en hommage à Piaf, donne tout. Mais son accent provençal et sa dyslexie la trahissent. Les Parisiens du studio se moquent, et elle bafouille sur certains mots. Pourtant, sa voix touche les cœurs. Raoul Colombe, adjoint au maire d'Avignon, organise son voyage et croit en son potentiel. Cette audition marque le début de son ascension, malgré les obstacles. En 1965, elle rencontre Johnny Stark, un manager charismatique surnommé « l'Américain » par sa famille pour son allure et son ambition. Stark, qui a travaillé avec des artistes comme Yves Montand, voit en Mireille un diamant brut. « Tu as tout à apprendre, marcher, respirer, articuler. Mais je ferai de toi une star », lui promet-il.
Il l'avertit aussi, je serai impitoyable. Réfléchis bien avant de signer. Mireille, déterminée, accepte le défi. Sous la direction de Stark, Mireille se transforme. Il l'inscrit à des cours de chant, de danse, de français et d'anglais. Il supervise chaque détail, de sa coupe au carré iconique à ses tenues élégantes. Avec le chef d'orchestre Paul Moria et le parolier André Pascal, Stark crée un répertoire sur mesure. Des chansons comme Mon Credo, Viens dans ma rue et La Première Étoile deviennent des succès instantanés. En novembre 1965, elle se produit à l'Olympia de Paris, un moment qui la propulse au rang de vedette. La presse la surnomme la Piaf d'Avignon, un titre qu'elle accepte avec humilité, mais qu'elle cherche à dépasser pour trouver sa propre identité. Stark, plus qu'un manager, devient une figure paternelle, un guide dans un monde où Mireille, jeune provinciale, se sent parfois dépassée. Paris était la fin du monde pour moi, avoue-t-elle. Je n'avais jamais pris le train ni vu une caméra. Pourtant, avec Stark à ses côtés, elle apprend à naviguer dans l'industrie musicale. Son premier album, en direct de l'Olympia, est un triomphe, et sa maison de disques, Barclay, revendique 40% du marché pop français à la fin des années 60. Dans les années 60 et 70, Mireille devient une star internationale. Elle se produit au London Palladium devant la reine Elisabeth II ou Ed Sullivan Show aux États-Unis et rencontre des légendes comme Elvis Presley, Dean Martin et Frank Sinatra. Sa capacité à chanter en plusieurs langues français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe lui ouvre les portes du monde entier. Chaque pays l'accueille comme une ambassadrice de la culture française, et ses performances, mêlant élégance et émotion, captivent les foules. En 1986, elle marque l'histoire en devenant l'une des premières artistes occidentales à se produire en Chine, un événement diffusé à la télévision française. Elle collabore avec des artistes comme Peter Alexander et Florian Silberezan, et explore de nouveaux genres musicaux. Son album Vous lui direz, 1995, mêle chansons contemporaines et classiques, prouvant qu'elle peut évoluer avec son temps. À la fin des années 90, Al Nurain Piel introduit des sons modernes, renforçant sa polyvalence. Mais la gloire a un prix. En 1968, un accident de voiture fracture une vertèbre, mettant sa carrière en péril. Pendant sa convalescence, elle reçoit une lettre de menace. On t'aura la prochaine fois. Bien que l'incident reste inexpliqué, il révèle les pressions auxquelles elle est confrontée. Pourtant, Mireille rebondit, portée par sa passion et le soutien de Stark. Si elle triomphe sur scène, sa vie amoureuse reste marquée par des choix déchirants. À 77 ans, elle vit avec sa sœur Monique, sans mari ni enfant, mais considère ses neveux comme ses propres enfants. 2 fois, elle a failli se marier. Dans les années 80, un riche homme d'affaires lui propose une vie de famille, mais exige qu'elle abandonne sa carrière. À 3 jours du mariage, elle annule, choisissant sa liberté. J'ai senti que ce n'était pas ma voie, dira-t-elle. Dans les années 90, elle tombe amoureuse de Guerlain Olivier et Chaudemaison, un expert en cosmétiques proche de figures comme Wallis Simpson. Leur romance est médiatisée, mais elle annule une fois encore le mariage. Les raisons restent privées, mais elle confie, l'amour est complexe, mais la musique est ma constante. Sa relation avec Johnny Stark alimente aussi les spéculations. Était-il plus qu'un manager? Mireille reste évasive, il était mon ange, il a vécu pour moi, et moi pour lui. Leur lien, profond et complexe, dépasse la simple relation professionnelle. Stark, qui contrôlait chaque aspect de sa carrière, de ses tenues à ses interviews, a joué un rôle central dans son ascension. En 1989, sa mort d'une crise cardiaque bouleverse Mireille. À 43 ans, elle perd un pilier de sa vie. C'était comme perdre un père, confie-t-elle. Les complications financières et juridiques qui suivent aggravent son chagrin. Il faut des années pour démêler l'héritage de Stark, et Mireille découvre que certains proches ont mal géré ses finances. Avec le soutien de sa sœur Monique, qui devient sa directrice commerciale, elle reprend les rênes. Elle se produit au Palais des Congrès en 1990, un retour triomphant. Son album Mireille Mathieu chante Piaf, 1993, rend hommage à son idole et se vend à plus de 100 000 exemplaires, marquant un nouveau départ. En 2025, Mireille entreprendra sa tournée d'adieu, Goodbye My Love Goodbye, nommée d'après une chanson interprétée avec Peter Alexander et Florian Silberezan. Cette tournée, planifiée depuis plus d'1 an, passera par l'Europe, notamment les pays germanophones, pour un dernier adieu à ses fans. La vie d'un artiste touche à sa fin, a-t-elle déclaré au journal Bild. Mais cette fin est aussi une célébration. Mireille prévoit de vivre entre Paris,
Avignon et la Côte d'Azur, tout en laissant la porte ouverte à des concerts occasionnels. Son mode de vie sain, alimentation équilibrée, pas de tabac, un verre de champagne rare, lui permet de rester en forme à 78 ans. Je me sens jeune, dit-elle, et sa passion pour la musique reste intacte. Chaque jour, elle chante 1 heure, un rituel qui la maintient connectée à son art. Mireille Mathieu, c'est plus qu'une voix. C'est une femme qui a surmonté la pauvreté, la dyslexie, les deuils et les pressions de la gloire pour devenir une icône mondiale. De ses débuts à Avignon à ses performances devant des chefs d'État, elle a incarné la résilience et la passion. Ses chansons, de Mon Credo à la Paloma, continuent de toucher les cœurs. Son dévouement à son art, sa discipline et sa capacité à évoluer avec son temps en font une figure unique. Les années 60, époque où Mireille commence sa carrière, sont marquées par une France en pleine mutation. Sous la présidence de Charles de Gaulle, le pays se modernise, mais reste attaché à ses traditions. La chanson française, portée par des artistes comme Piaf, Aznavour et Brel, est au cœur de l'identité nationale. Mireille, avec sa voix puissante et son style élégant, s'inscrit dans cette tradition tout en apportant une fraîcheur nouvelle. Son succès reflète l'aspiration des Français à se reconnecter avec leur culture après les bouleversements de la guerre. Son premier concert à l'Olympia en 1965 est un moment clé. Imaginez la jeune Mireille, 19 ans, montant sur cette scène mythique où Piaf et Montand ont brillé. Les projecteurs, le public exigeant, l'attente palpable, tout repose sur ses épaules. Stark, dans les coulisses, veille à chaque détail, de sa robe noire à son maquillage. Sa performance de Mon Credo fait vibrer la salle, et les applaudissements confirment qu'une étoile est née. La célébrité n'est pas sans sacrifice. Mireille, souvent en tournée, s'éloigne de sa famille. Elle regrette de ne pas avoir vu sa grand-mère avant son décès, un poids qu'elle porte encore. Les pressions médiatiques, les attentes du public et les exigences de Stark la poussent à ses limites. Pourtant, elle reste fidèle à ses valeurs, travail, humilité, gratitude. Son lien avec ses fans, qu'elle appelle sa « deuxième famille », est au cœur de sa carrière. Mireille n'est pas seulement une chanteuse, elle est un pont entre les générations et les cultures. En chantant en Russie, en Allemagne ou au Japon, elle exporte la langue française et son élégance. Ses performances en Chine en 1986, à une époque où les échanges culturels avec l'Occident sont rares, montrent son rôle de pionnière. Elle incarne une France ouverte sur le monde, tout en restant ancrée dans ses racines provençales. Quelques anecdotes marquantes illustrent son parcours. Lors de son passage à Las Vegas, elle croise Elvis Presley, qui lui dit que sa voix lui rappelle les grandes chanteuses d'opéra. Au London Palladium, la reine Elisabeth II applaudit sa performance, un moment immortalisé par une photo que Mireille chérit. Sa coupe au carré, idée de Stark inspirée des actrices hollywoodiennes, devient un symbole d'élégance intemporelle. La tournée Goodbye My Love Goodbye est plus qu'un concert. C'est un adieu à une vie dédiée à la musique. Chaque ville, chaque chanson sera une célébration de son parcours. Mireille, toujours perfectionniste, prépare chaque détail avec soin, de la setlist au costume. Ses fans, de Paris à Berlin, se préparent à vivre des moments d'émotion intenses. Merci d'avoir suivi l'histoire incroyable de Mireille Mathieu. Qu'en pensez-vous? A-t-elle fait le bon choix en privilégiant sa carrière à une vie de famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres histoires captivantes. À bientôt!